Bonjour Fabien Bonjour Véronique. et bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, Fabien, pour notre deuxième collaboration ensemble. Oui. Et aujourd'hui, nous allons explorer sous hypnose le protocole de l'investigation numéro 66 selon la méthode de Calogero-Griffasi. Voilà, alors je te rappelle que ce protocole se déroule en deux parties. Il y a D'accord. la première partie fixe, toutes les questions sont imposées pour tous les opérateurs, et puis une autre partie beaucoup plus libre pour explorer plus en profondeur. Le thème dont tu vas voir est à mon sens très très intéressant. Oui. Alors, est-ce que tu es dans une position confortable? Alors Dis-moi. je suis parfaitement installé. Eh bien écoute, dès que tu es prêt, tu fermes les yeux et tu vas prendre une grande et profonde inspiration que tu relâches lentement. Allez, encore une grande inspiration que tu relâches. Et je vais décompter de 10 à 1 et pendant que je compte, tu te détends et respire lentement, profondément, concentré sur ma voix, la vibration de ma voix qui est là tout autour de toi, qui te guide et te rassure. Et chaque mot que je prononce t'enfonce en profondeur, en toute sécurité. Des... Oui. Six. Deux. Et un. Et maintenant, Fabien, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté au thème
la transplantation. 1, 2, 3. Observe ce qui se passe d'un point de vue métabolique et immunitaire lorsqu'un corps vivant est privé d'un organe. Alors, je vois un dysfonctionnement au niveau énergétique, Mhm. comme si l'énergie arrêtait de circuler en fait dans le corps. Elle se mettait en, elle arrêtait le mouvement. Continue. Ensuite, sur le plan physique, on voit un impact sur les autres organes. On voit que les autres organes ils essayent de compenser en fait. Ils changent au niveau énergétique et au niveau fonctionnement. Ils font une compensation en fait de cette partie qui peut être atteinte. Autre chose? Non. Que se passe-t-il énergétiquement lorsqu'un corps vivant est privé d'un organe? Et plus précisément, qu'arrive-t-il au corps éthérique? Alors, quand je regarde le corps éthérique, c'est quand il est en place dans le corps physique, c'est comme si ça faisait un trou d'énergie, à l'endroit où l'organe en fait dysfonctionne ou fonctionne plus, ça fait une sorte de trou. On voit un trou en fait dans le corps éthérique. Et on voit donc, énergiquement ça remonte à ces carrefours, suivant l'organe, ça remonte sur certains, chakras, donc qui eux, distribuent, c'est comme si, à la base du problème, physique, c'est d'abord un problème énergétique qu'il y avait au niveau le problème énergétique se manifeste en 1er et ensuite c'est un problème physique Mhm. qui voilà, qui vient le montrer dans le monde physique en fait, qu'il y a un problème. Autre chose? J'ai aussi si je remonte de l'organe, donc au système énergétique, au chakra et on voit que le chakra est dirigé par le système émotionnel. Donc l'émotion donne l'information au chakra qui lui après vient nourrir, les différents organes. C'est une chaîne. Bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. Ok. Alors nous allons continuer. L'expropriation d'un organe spécifique peut-elle avoir des implications karmiques? Oui, non ou en partie. Oui, Alors, de quelle façon? Regarde. oui. Alors, je le vois, l'image que j'ai, c'est le système de la glande pinéale. Mhm.
Mmh, je le vois comme un récepteur d'informations. Hem, c'est comme si voilà, des informations sont délivrées par cette glande et qui viennent en quelque part nous donner des instructions, énergétiques. Des instructions donc qui arrivent et qui oui, je vois vraiment ce qui pourrait venir jouer sur le terme karmique, ce serait vraiment sur cette cette glande en fait, oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Et je vois un vaste, échange de données assez assez complexe ouais, sur un plan karmique. OK. Et quand un organe particulier est enlevé, un organe spécifique, quelle implication karmique? Regarde. Alors je vois que, suivant l'organe, il peut avoir, une implication karmique, ça peut, hem on voit vraiment ce ouais, ce côté karmique se modifier en fait. Vraiment, il y a une modification comme s'il il s'adaptait, il venait s'adapter à ce changement Mmh. et ça se répercute, il y a une répercussion et au niveau, je le vois même au niveau émotionnel, au niveau mais j'ai toujours ce lien émotionnel lié au chakra notamment. Je vois le chakra du cœur en fait qui va distribuer les informations différemment. Il y a vraiment un côté, émotionnel et karmique, c'est Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois? non, c'est les seules informations OK, que j'ai, oui. d'accord. Alors, je vais continuer. L'expropriation d'un organe déterminé peut-elle affecter un être humain sur le plan de l'âme et de la spiritualité? Oui, non, partiellement. Alors je dirais oui. Alors, de quelle façon? Je dirais oui, suivant les maladies en fait qui en découlent, heu, par rapport à l'organe touché. Mmh. Hem, je vois un lien avec la façon de mourir en fait. C'est une façon de mourir qui va être lente ou rapide et ça amène en fait à une sortie du corps éthérique par rapport au corps physique, sur certaines conditions qui peuvent être, différentes. Alors dis-moi en plus. C'est-à-dire qu'au niveau, au moment où le corps est expulsé de son enveloppe physique, c'est la compréhension que la conscience, va avoir, qui va l'amener sur
un certain plan au niveau éthérique. Donc certaines morts qui seront brutales, qui peuvent ne pas être compris par le corps, peut amener la conscience à se trouver dans un état de blocage, comme si, comme si la mort n'avait pas été intégrée. Une sorte d'effet de surprise. Et, c'est comme si la conscience reste vivante, enfin, dans l'idée qu'elle peut avoir, elle reste vivante, mais en même temps, elle, ouais, dans cette forme d'incompréhension, donc ce qui la laisse bloquée. Alors qu'on voit certaines morts qui vont être des morts qui vont être longues, suite à une longue maladie, où on voit la personne qui peut être amenée à avoir une transformation spirituelle pendant la durée de cette maladie. Ça va un peu, ça va accélérer, comme si heu, la conscience vivait une accélération pour l'aider à comprendre les choses, liées à son prochain état de conscience qui va arriver. Donc on voit une transformation énergétique et spirituelle durant la maladie. Mmh. Ce qui peut amener dans la dernière phase de la vie, ce qui peut amener à si je puis dire, une élévation rapide de la conscience. Autre chose? Voilà, c'est les éléments que j'ai, oui. OK, très bien. Alors, maintenant, observe ce qui se passe lorsqu'un corps vivant est privé d'un organe au niveau généalogique. Alors, on voit que généalogiquement, on voit que sur la descendance, en fait, sur les prochains corps qui vont se former, sur la même lignée, on peut voir des faiblesses ou des malformations, comme s'il y avait une mémoire, énergétique, qui se transmettait. Mmh. Et donc je pense que ça peut être relié, à ce qu'on appelle parfois on peut voir des maladies qui se transmettent en fait dans une même famille, une certaine faiblesse sur un point particulier. Et effectivement, c'est ce lien, et c'est cette baisse énergétique au niveau de cet organe qui va en fait, qui ne va pas être établi et qui va se transmettre, un peu en héritage, oui. Émotionnellement et sur, l'organe aussi, oui. Il y a toujours ce lien émotionnel, c'est marrant parce que, on transmet ce problème au niveau de l'organe, mais on voit aussi qu'on transmet en fait cet état émotionnel qui amène à la pathologie de cet organe, oui. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, j'ai vraiment ce fil conducteur, oui. Au niveau émotionnel, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Énergétique et émotionnel, oui. Énergétique, émotionnel. Ouais, et Très bien. c'est comme ça en fait qu'après dans son développement ou dans la façon que l'organe, je le vois un peu comme une plante qui sera arrosée de cette énergie, des émotions en fait qui permettent de le maintenir, et si justement cette énergie, ces émotions sont, on peut dire, basses, si l'émotion se transmet en génération, ben, c'est pour ça que l'organe en fait, peut avoir des problèmes similaires qui se transmettent, oui. Bien. Alors, maintenant, il y a-t-il des manifestations, des réactions, des transformations qui se produisent toujours, chaque fois
lorsqu'un organe est exproprié d'un corps vivant? Oui, non, partiel. Si tu as besoin que je répète la question, hein, Oui, je veux je bien. peux faire. Alors, y a-t-il des manifestations, des réactions, des transformations qui se produisent toujours chaque fois qu'un organe est exproprié d'un corps vivant? Oui, comme, je le disais au début, on a toujours, sur la globalité, hein, on a toujours, une modification au niveau, énergétique et au niveau Mmh. des autres organes. Hem, oui, c'est comme si dans sa partie physique, le cerveau allait redistribuer, refaire une distribution, sur les autres organes, Oui, qui vont un peu se partager la tâche de cet organe-là, en fait, qui a une faiblesse. Et ça peut amener, des problèmes émotionnels, vu que le système énergétique va venir, en fait, être géré différemment, et notamment aussi sur les autres organes, d'amener d'autres faiblesses, les affaiblir, plus vite. est-ce que tu vois d'autres choses? Mais c'est marrant parce que je vois vraiment un état, je vois vraiment un état même émotionnel qui change, en fait, par rapport à cela, oui. Alors dis-moi plus sur cela. Oui, alors ça, c'est suivant l'organe, ça peut être relié à des, comme si le corps allait sentir, physiquement, hem, ça peut se manifester différemment, soit comme, énergétiquement, on va sentir qu'il manque quelque chose. Mmh. On va sentir, voilà, qu'il manque quelque chose, physiquement, mais ça peut se traduire, énergétiquement et émotionnellement. Hem, Ça peut se traduire comme ça, et en même temps, c'est, ouais, c'est assez étonnant parce que, on a un trou physique, mais on a toujours cette sensation énergétique, comme qui qui fonctionne, mais alors je le vois, j'essaie de le mettre en mots, mais c'est vraiment, comme s'il y avait toujours une fonction énergétique qui était là, un peu réduite, mais ouais, énergétiquement qui ouais, c'est comme s'il y avait quand même énergétiquement, c'était toujours, alimenté d'une manière, différente, mais énergétiquement, on voit que ça fonctionne toujours pour que l'énergie puisse toujours circuler dans le corps. Mmh. C'est comme si, ça fait énergétiquement, hein, ça me fait penser un peu comme la queue du lézard, en fait, qui repousse, plus petite, mais différemment, mais qui vient, en fait, quand même, pouvoir, voilà, venir, conserver, en fait, la circulation de l'énergie, en fait, hein. Mmh. Ça se met en place, progressivement. Énergétiquement, oui, ça se remet en place pour continuer la distribution d'énergie, oui. D'accord. Autre chose? Non. Bien. Quelles conditions sont créées dans le corps d'un patient greffé lorsqu'un organe étranger appartenant à une autre personne est implanté? Alors on a vraiment c'est marrant parce que l'organe arrive avec une énergie, hein, malgré qu'il a été Mmh. enlevé. Il a quand même une énergie, qui est à lui, avec certaines mémoires qu'il a pu enregistrer. Oui.
C'est comme si enfin l'organe a une mémoire en fait, hein. Une Mmh. mémoire alors, différente, de ce qu'on peut connaître au niveau du cerveau, mais il y a une mémoire, hem, comme si les atomes avaient une programmation, et quand on vient faire la greffe, alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme s'il y avait une connexion entre ces informations, entre la personne qui se fait greffer et celle à qui a appartenu, l'organe, et c'est comme s'il y avait une mise en relation, et c'est à ce moment-là, comme si ces informations, elles pouvaient être, une certaine compatibilité en fait, déjà énergétique. Si la compatibilité énergétique se fait, on voit il y a un lien après au niveau au niveau, de la structure, physique. Donc on voit les atomes qui se raccrochent, mais il y a vraiment cette acceptation énergétique et cette reprogrammation, si l'organe accepte en fait, cette reprogrammation. Mmh. Mais il y a aussi, c'est marrant parce que dans l'organe, il y a aussi il y a aussi des traces émotionnelles qui sont dans l'organe, et que peut s'approprier la personne, qui est greffée. La personne greffée peut s'approprier certaines émotions qui qui peuvent, venir en fait s'installer en lui. Oui. Continue. Voilà, ça peut être des émotions que le greffé peut ne pas comprendre par la suite, parce que tout simplement elles étaient dans la programmation en fait de cette énergie-là, donc après elle est délivrée dans son corps, et donc c'est une information, une émotion qui ne lui appartient pas, mais qui se balade je vois une espèce de sous forme d'impulsion électrique en fait qui se balade dans son corps, comme si Mmh. Oui, voilà. d'accord. Alors maintenant, tu vas observer le karma de la personne qui a bénéficié d'une transplantation d'organes. Oui, c'est marrant, ça fait comme je vois un trou en fait, je vois un trou, j'ai comme une sorte de trou noir qui m'apparaît, Mmh. comme s'il y avait eu une aspiration. Oui. J'ai cette image en fait voilà d'une aspiration comme un typhon. Mmh. Il y a une aspiration de certaines choses. Continue. Et je vois, oui, c'est comme si une partie venait être aspirée en fait, partie du karma qui venait disparaître, aspirer un peu dans ce sorte de trou noir. Mmh. Des des informations, je fais un trou karmique en fait, il y a un trou. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce trou karmique? Non, ça m'apparaît vraiment comme, simplement je vois un trou karmique, je n'arrive pas à développer plus, mais c'est voilà, sensation de forte aspiration. D'accord, bien. Alors maintenant, observe le corps astral du receveur, en particulier le corps émotionnel suite à une greffe. Quelles conditions peuvent être générées?
Je vois beaucoup de, je vois beaucoup de vibrations au niveau du corps émotionnel. Je vois beaucoup de vibrations, oui, j'en reviens à ce comme s'il y avait une nouvelle émotion en fait qui venait rentrer pour être acceptée. Il y a vraiment ce mouvement de vibrations intenses en fait ouais, pour que ça vienne se fondre dans le corps émotionnel. Mmh. On lui amène en fait une autre, en fait, ouais, une autre émotion. On lui amène une autre partie mais lui, il y a vraiment cette vibration intense qui se fait. C'est comme si la vibration, enfin, permettait, de fondre en fait, cette autre partie, émotionnelle, à l'intérieur du corps émotionnel. D'accord. Mmh. Est-ce que C'est un processus en fait, un processus d'intégration. OK. Autre chose? Non. Bien. Alors maintenant, tu vas observer la phase du sommeil et des rêves d'un sujet qui a bénéficié d'une transplantation. Alors on voit, alors je vois son corps astral en fait qui est au-dessus, donc qui est au-dessus et il peut on peut l'attirer en fait on l'attire, il se retrouve attiré par des endroits qui sont propres en fait à la personne qui a été transplantée, donc ça peut être dans des rêves ou dans des endroits, vibratoires, parce qu'on voit que le corps voyage en fait Mmh. pendant le sommeil, on voit qu'il voyage, mais chez un transplanté, on voit qu'il peut être amené à aller vivre, des situations, qui étaient propres à la personne. Alors il est attiré dans ces situations, mais par contre il garde son intégrité, sa propre, sa propre volonté, mais effectivement ça l'amène sur d'autres plans qui étaient propres à l'autre personne. Mmh. Ça peut lui amener des informations, Oui. comme certaines on peut avoir des informations nous-mêmes dans les rêves qui sont propres à nous et qui vont nous venir nous donner des indications Mmh. sur diverses choses et la personne, en fait, peut recevoir ces informations qui étaient destinées, hem, à la personne, à qui on a pris cet organe Oui. et se les approprier pour lui. D'accord. Donc il y a vraiment, il y a il y a vraiment ce côté, où finalement on garde une même si c'est infime, on garde cette énergie en fait, cette autre énergie alors que ça soit une personne qui a une énergie plus ou moins basse, à certaines phases, on peut la revivre en fait en soi. OK. Donc si c'est une personne qui vivait avec des grandes angoisses, on peut être amené, le corps astral peut être amené à aller visiter des endroits qui étaient reliés Mmh. à ces sensations en fait et puis à ces ouais, ce qui crée cette angoisse en fait, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Non, c'est vraiment sur Mmh. la globalité de cette question, je vois vraiment, voilà, revivre en fait, revivre, ce que la personne a pu vivre dans les informations qu'elle a pu avoir et et vraiment cette, condition,
émotionnel et énergétique que la personne qui a été prélevée, avait. Bien. Alors maintenant, observe la phase du sommeil et des rêves du donneur et du receveur dans le cas où le donneur est encore vivant. Alors il y a une certaine, il y a une connexion qui peut se faire en fait, si la personne voilà, télépathie, ça serait le mot. C'est télépathie, il y a une télépathie hem, qui va s'installer, dans le sens, dans le sens de la personne qui récupère l'organe. Mhm. Donc elle peut avoir des sensations et même des douleurs que la personne, l'autre personne, a dans sa vie physique. Ça peut être amené, à lui, oui. D'accord. Donc je vois vraiment cette notion de télépathie qui s'installe, oui. Ok. Autre chose? Oui, on voit vraiment cette télépathie et c'est marrant parce que j'ai cette image où c'est des personnes qui ont pu, les transplanter. C'est comme si, la personne qui donnait son organe, hem, l'avait accepté, on va dire à son incarnation. C'est comme s'il y avait eu déjà un lien entre ces personnes dans des vies qui auraient pu être antérieures Mhm. et c'est comme si elle revenait créer ce lien, heu, par l'intermédiaire de l'organe et l'organe en lui-même va reconnecter un lien énergétique entre ces 2 personnes, en fait. Même s'ils ont eu des vies qui ne sont pas croisées, physiquement, oui, dans cette incarnation. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Donc voilà, j'ai vraiment cette reconnexion, oui. Mhm. Bien. Depuis un point de vue énergétique, observe ce qui se produit entre le donneur et la personne qui reçoit chaque fois qu'une transplantation d'organes est effectuée. Donc je vais répéter. Depuis un point de vue énergétique, observe ce qui se produit entre le donneur et la personne qui reçoit chaque fois qu'une transplantation d'organes est effectuée. Alors je vois cet échange, un échange énergétique et un échange d'informations. Il y a vraiment un échange à chaque fois, il y a un échange d'informations qui se fait sur un plan énergétique. C'est à chaque greffe, il y a cet échange d'informations, oui. Ouais, je vois 2 êtres, ouais, et puis cet échange énergétique, elle reste en place, en fait, hein. C'est comme un pont entre les 2 personnes qui reste, ouais, qui reste en place, oui. On vient créer ça. Mhm. L'énergie, je la vois vraiment comme, porteuse d'informations, D'accord. sur même sur le vécu de la conscience. C'est comme si les 2 consciences venaient se mettre en connexion pour échanger, hem, tout ce qui a pu être, tout ce qui a pu rentrer, tout ce que chaque conscience a pu venir, récupérer à travers diverses vies, à travers, le niveau, vibratoire dans lequel elle se trouve vraiment et il y a cet échange en fait, ouais. Mhm. Voilà, c'est comme s'il il se permettait en fait de on permet, à l'autre conscience de venir en fait s'élargir encore plus avec
une complémentarité et un autre point de vue un autre angle des informations qui ont été collectées durant vraiment, tout le cheminement de la conscience. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, mais je le vois vraiment, comme je disais, avant, je le vois vraiment comme c'est comme si c'était prévu, en fait, ces transplantations. C'est quelque chose qui avait été décidé, et à un moment de la vie, ça tombe, hop, parce qu'on vient relier ces énergies, ces informations. Mmh. Bien. Alors maintenant, dans le cas où le donneur meurt et trépasse, qu'advient-il de son organe transplanté d'un point de vue subliminal? Dans le corps du transplanté, Oui. mmh, ouais, je vois toujours cette liaison énergétique même Mmh. qui reste en place, même que la personne ne soit plus dans le monde physique. Je vois que ça a pas vraiment d'importance. Il y a toujours cette connexion énergétique qui reste, D'accord. qui passe par cet organe, en fait. C'est comme, l'organe, je vois vraiment comme une prise qui a été reliée, ouais. Mmh. Une prise reliée. C'est vraiment cette sensation de, voilà, je suis venu relier ma prise à cet organe, voilà. Mmh. Mais comme c'est énergétique, hem, l'aspect physique, en fait, qui qu'on disparaît physiquement, le lien reste même dans un autre plan, ouais. Mmh. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, c'est vraiment cette idée de connexion, ouais, de connexion qui est établie et et qui reste vraiment, ouais. D'accord. Alors, quelle autre condition peut-on créer chez le receveur? Alors, sur la condition de cette connexion, en fait, ça peut amener heu, plusieurs états. Ça peut amener plusieurs états sur le receveur. Donc ça peut être quelque chose qui peut être, très positif, Oui. comme ça peut être quelque chose qui peut l'être moins, qui peut générer des troubles émotionnels, des troubles, liés à l'énergie. Donc ça peut vraiment générer plusieurs types d'états, en fait. Mmh. C'est Ça va de l'état où la conscience vient s'élever, et vraiment aussi, dans l'état où la conscience peut, comme si elle était court-circuitée et ne comprend pas, en fait, les émotions qui lui arrivent, Oui. et peut mettre, la personne dans un état, qui sera le faire même, baisser, vibratoirement, ouais. Mmh. Quel cas on voit une nécessité de venir, hem, déconnecter ce lien. Est-ce qu'il est possible de déconnecter ce lien? Oui, Comment? oui, oui. Puis en fait, tout dépend, en fait, de la capacité du receveur. C'est-à-dire sur la prise de conscience qu'il a sur lui-même, en fait, savoir, voilà, si c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est vraiment sur l'aspect physique, bah, chez lui, ça va le mettre dans un état qui pourra lui générer d'autres maladies sur d'autres organes. Mais si c'est quelqu'un qui est très conscient, quelqu'un qui va être très éveillé, il va très rapidement se rendre compte que ça ne lui appartient pas. D'accord. Donc il ira se tourner, ça peut être vers des énergies, des personnes qui manipulent l'énergie,
Ça peut être par divers, travails, énergétiques et de prise de conscience. Mmh. Oui, on montre comme voilà quelque chose, on sent que ça ne nous appartient pas donc certaines personnes pourraient parler, de voilà du comme si quelqu'un, ben, était en eux ou comme une partie d'eux qui ne contrôle pas Mmh. ou vraiment quelque chose qui leur échappe. Pour on va dire les moins conscients de vraiment du corps, du corps énergétique. Donc ils se tourneront vers des médecins, ils chercheront plus les causes physiques et on voit qu'au bout d'un certain temps, en fait, si c'est pas traité, ça va se représenter à eux sous un problème, un autre problème physique dans le corps. Ça peut être jusqu'à un certain moment l'organe, en question qui peut venir, pareil remourir. D'accord. Mmh. Donc voilà, je dirais c'est vraiment si c'est sur un plan négatif, c'est vraiment sur le côté énergétique qu'on va venir travailler. D'accord. Est-ce que du point de vue où tu es, dans cet espace hypnotique, est-ce que tu perçois que les personnes qui bénéficient de transplantation ont cette conscience et sont invitées à avoir cette conscience? Oui, complètement. Oui, oui. OK. Oui, oui, complètement, ouais. Mmh. Parce il y a plusieurs choses qui se passent. Donc il y a cet échange d'informations, mais il y a en même temps, ça va pousser la personne à venir faire un travail aussi, à venir se comprendre, à venir, reconnecter avec une certaine sensibilité de soi-même. Mais vraiment Mmh. sur le plan énergétique, de relier vraiment l'énergie, l'émotionnel et le physique. C'est pour comprendre en fait ce ce, ce lien qu'il y a entre ces trois parties. OK, très bien. Alors maintenant, une autre question. Admettons qu'une personne a eu plusieurs greffes. Peut-elle se retrouver avec plusieurs âmes qui souffrent dans un même corps? Et regarde ce qui se passe. Alors, plusieurs âmes dans un même corps, je dirais non. Je ne vois pas les âmes, être dans ce corps-là. Voilà, pour la transplantation, hein, on va dire, Oui. heu par contre, on voit des différentes parties énergétiques, oui, qui sont dans le corps, en fait et qui peuvent amener différentes informations aussi, et faire vivre à la personne différents états émotionnels qui qui peut ne pas reconnaître chez lui, oui. Mmh. OK. Alors maintenant, quelles sont les conséquences pour les organes, par exemple, issus d'un meurtre? Un vol, un sacrifice? On sait que dans certains pays, en tout cas, la transplantation, il y a, des vols d'organes. Regarde un petit peu ce qui se passe dans l'âme du donneur et dans le corps du receveur. Bah, là, je le ressens vraiment comme quelque chose de très lourd, hein. On a vraiment cette mémoire émotionnelle qui vient se concentrer dans l'organe, comme quelque chose de très figé, de très, ouais, on a la détresse, on a la détresse, on a beaucoup de choses négatives, en fait, qui viennent se concentrer et qui sont qui sont, en fait, données à la personne, qui sont données à la personne qui se fait transplanter. Mmh. Alors ce Est-ce qui est c'est ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment et puis c'est comme si, c'est la personne qui est à qui on vient chercher cet organe, en le remettant en connexion avec, la personne qui est transplantée. C'est comme si il y avait un appel au secours, en fait, qu'on va lui envoyer constamment, en fait. Mmh.
Ouais, ça me fait penser comme un avion, une boîte noire en fait, où il y aurait plein d'informations stockées, mais voilà, quelque chose de très lourd en fait, ouais, très, très lourd émotionnellement. Oui. Est-ce qu'il y aura un impact sur le receveur alors? Malgré toute la conscience qu'il peut avoir? Oui, il y aura un impact, mais après c'est ce que j'exprimais, dans la question avant, c'est qu'il Mmh. y aura vraiment suivant la personne où elle se situe, elle va tout de suite savoir en se disant: «Voilà, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi». D'accord. Et elle peut, suivant son degré de sensibilité, avoir des informations en fait sur la personne il y a des informations qui peuvent lui arriver, même par le biais de rêves ou de somnolence, enfin, sur la personne à qui cet organe a été enlevé. D'accord. Mais j'ai aussi c'est marrant parce qu'on montre aussi les animaux qui souffrent Oui. et on voit, que c'est le même système en fait. Un animal qui est abattu, dans le stress, et la détresse, c'est le même cas que pour l'organe en fait. Il va léguer ça en fait, heu, par l'ingestion et là Mmh. par la greffe en fait. Il y a vraiment ce transfert d'informations qui se fait, ouais. D'accord. Bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu perçois ou pas? Non. Bien. L'organe transplanté représente une partie de la personne qui est décédée. Alors, cette partie greffée, pardon, je vais recommencer. Cette partie greffée, la maintient-elle bloquée sur le plan terrestre ou pas? Alors, tout dépend de la conscience qui est décédée, en fait, hein. Tout dépend de la conscience qui est décédée. Si elle a accepté totalement de partir, il y aura aucun problème. Par contre, si la personne qui décède, hem, ne veut s'accrocher à cette densité où elle vivait, cet organe peut l'aider. En fait, c'est marrant, je vois comme un bateau, on jette un ancre, en fait. C'est une espèce d'encre qui va l'aider, en fait, à s'accrocher, elle peut venir s'accrocher à la personne qui est transplantée, oui, Mmh. complètement. On voit vraiment, ça lui permet de rentrer. C'est comme si on lui donnait un peu l'autorisation de rentrer avec, comme l'organe est mis, c'est à l'image de son propre corps physique. Où il peut rentrer, il rentre dedans. Bah, là, je le vois vraiment comme, pour cette âme qui veut rester, en fait, c'est comme un laissez-passer. Elle a le droit, en fait, c'est un droit supplémentaire pour venir, en fait, ouais, venir dans cette personne qui est greffée. Mmh. Autre chose? Non. Bien. Alors, une toute petite dernière question. Je voudrais juste, que tu perçoives énergétiquement et vibratoirement, en fait, ce qu'il se passe dans ton corps quand tu entends ce qui impacte le corps, impacte l'âme également. Vibratoirement, énergétiquement, qu'est-ce que tu perçois? Alors, ce qui impacte le corps, on voit, oui, on voit des informations à la partie subliminale, à l'âme. Mais après on est toujours sur où on est en fait la conscience. Hem, où en est-elle en fait? Et donc ces signaux qu'elle reçoit, elle va les interpréter, suivant son niveau de conscience. Chez elle, ça va venir réveiller certaines choses, parce que le corps en fait aussi un instrument pour venir réveiller, dans l'émotionnel, dans l'énergétique, Mmh. hem, ouais, c'est vraiment un instrument qui peut révéler pas mal de choses, mais pour la même information, que le corps va donner, suivant la conscience qui est au bout de cette information, le fonctionnement ne sera
pas le même, il ne sera pas perçu pareil. C'est vraiment on est vraiment dans le niveau de conscience de la personne, en fait. Mais c'est le corps, oui, lui amène par sa dimension physique, amène des informations qui ne peuvent être trouvées que par le corps physique. D'ailleurs, je pense, c'est pour ça qu'on a une incarnation qui est physique, c'est justement pour apporter ces signaux qui peuvent être faits que par le corps physique, en fait, hein. Mmh. Ça peut être, la douleur, elle peut être perçue par une conscience que juste comme de la douleur, quelque chose qui fait mal, mais ça peut être relié à d'autres choses, par une conscience qui est plus élevée, ouais. Ça lui permettra un développement, une accélération du développement, ouais. Est-ce que c'est à chaque fois pareil, hein? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a transplantation, il y a une accélération du développement ou pas? Eh bien, c'est suivant le niveau de conscience. C'est Mmh. vraiment suivant le niveau de conscience. Sur certains, ça peut même être, hem, comme je disais, un peu plus négatif, en fait, hein, parce que Mmh. la conscience ne comprend pas ces signaux et va rentrer dans la peur, dans l'impression de ne plus gérer vraiment, et c'est vraiment, on peut avoir les 2 cas vraiment opposés. L'élévation comme la stagnation, ou basculer justement dans des peurs, ou en renforcer d'autres, oui. Spontanément, le pourcentage, bénéfices et inconvénients. Qu'est-ce que tu arrives Qu'est-ce que tu perçois tout de suite? J'ai 20 20% quoi? de bénéfices, 20% de bénéfices et le reste, c'est l'inconvénient. Enfin, et c'est c'est de l'inconvénient, oui, à traiter. à traiter, voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? Non. Bien. Alors Fabien, nous arrivons au terme des questions et nous allons rentrer dans l'ici et maintenant. Et je vais compter de 1 à 3. Et quand tu entendras le chiffre 3, tu ouvriras les yeux. Mais en attendant, 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnecte-toi de toutes les images, les informations que tu as perçues. Voilà, ton corps se réveille. Il récupère sa force. Tu te sens bien. 2, ton corps devient de plus en plus léger et une sensation de bien-être t'envahit. Voilà, avec une vibration de joie, de félicité, de quiétude, en pleine capacité de qui tu es. Et 3, tu ouvres tes yeux. Maintenant, bienvenue. Merci. Alors, je vais te laisser un petit peu prendre du temps pour toi. Voilà. Et tu me diras comment tu te sens. Très bien, détendu. Ça va, détendu? Détendu. OK. Cette investigation à l'intérieur de toi, comment C'est c'était? vraiment très intéressante. Alors, Oui, vraiment, comme on disait, ça donne vraiment ça amène à la réflexion, oui. parce qu'il y a des connexions qui se font, et c'est vrai qu'il y a à des moments, il y a des choses que j'ai pu voir, mais comme, j'ai cette histoire du trou noir dans le karma, Mmh. où j'arrivais pas à mettre des mots, j'avais cette sensation d'aspiration, et oui, ça nous met vraiment, cette enquête est très intéressante, parce que je pense elle va vraiment amener, beaucoup de personnes qui vont la voir à des réflexions très intéressantes. Il Avoir y a c'est ça. il y a ouais, Prise de conscience que derrière la transplantation, oui, effectivement, il y a oui, la vie, mais oui, il n'y a pas que ça. ouais. Parce que, le corps n'est pas juste un organe, n'est pas juste une boutique, Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est juste, voilà, c'est être dans la question, rester dans la question et choisir ce qui fonctionne pour nous, pour, toujours être en accord avec ce qui est beau.
Je te remercie, Fabien, Merci. pour cette investigation très riche en renseignements et très riche en possibilités et en questionnements futurs. Et à bientôt. Merci beaucoup Véronique pour ce Au voyage revoir. et à bientôt. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati
è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta,
se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi
di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.